Courtois, qui saura très bien se présenter lui-même, mais je vous rappelle que il y a un an environ, après la sortie du film Imitation Games, il y avait eu toute une effervescence des personnes qui sont là, peut-être d'autres qui vont arriver, autour de l'événement historique Enigma, comment ça a été décrypté. Est-ce qu'avec les moyens modernes, ça devient complètement évident? Comment sont faits les codes modernes? Et donc la réponse va enfin venir, toute la lumière va être faite par Nicolas Courtois qui vient de Londres pour nous expliquer tout ça. Bonjour. Dans mon exposé, je vais expliquer comment Enigma a été cassé pendant la guerre, qui sont les principaux protagonistes, qui sont des mathématiciens. Et puis, j'essaierai de montrer qu'il y a un certain nombre de principes en cryptanalyse qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la cryptanalyse moderne, et qui sont parfois exactement les mêmes. Donc, ça fait à peu près 100 ans qu'on fait de la cryptanalyse et de la cryptographie avec des compositions de permutations. Donc, les compositions de permutations, c'est assez facile à voir, sont non commutatives. C'est-à-dire, si vous composez P et Q, là, en fait, il faut lire de droite à gauche par ailleurs. Eh bien, si vous composez Q et P, ben, vous n'obtenez pas du tout les mêmes résultats. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'assez complexe déjà parce que c'est non commutatif. Et ça fait à peu près un siècle qu'on travaille avec en cryptographie. Un autre type de mon exposé, c'est comment les mathématiciens, surtout, je cite les 4 qui sont ici, ont gagné la guerre. On peut dire qu'ils ont gagné la guerre. Donc, il y a 2 Polonais, Rejewski et Zygalski. Zygalski était prof à l'université en Angleterre après la guerre. Et puis il y a Turing et Welshman, 2 Britanniques. Quelques mots sur moi-même. Donc je suis un cryptologue et je spécialise plutôt du côté attaque, cryptanalyse que du côté conception. D'accord? Donc il y a quelques années, enfin il y a assez très longtemps en fait, New Scientist m'a accusé d'avoir provoqué une crise dans le domaine du chiffrement. Vous pourrez le voir ici sur la première page. Je suis auteur de plus de 100 publications dans le domaine de la cryptographie et sécurité. En 2013, j'ai obtenu avec mon équipe le titre en Angleterre de University Cipher Champion. C'est une compétition pour casser les codes. Et j'ai d'autres spécialités. Une autre spécialité, c'est l'histoire de la crypto. Je fais partie du comité éditorial de cryptologie, un journal qui s'occupe de l'histoire de la crypto. Et une autre spécialité que j'ai, c'est le paiement carte à puce et aussi des cartes sans contact. Donc, j'ai pas mal travaillé sur le cassage, extraction des clés sur des cartes. Et en fait, je n'ai pas de données précises sur ce sujet, mais il me semble que la plupart des hackers dans le monde qui extraient des clés de cartes à puce sans contact, comme on peut utiliser dans les bâtiments par exemple, les font en utilisant la méthode dont je suis le seul auteur. Mais souvent, ils ne savent pas que je suis auteur de cette méthode. J'ai aussi un blog sur lequel j'écris pas mal de choses. Et je suis aussi un spécialiste de Bitcoin et de nouvelles techniques dans ce domaine. J'arrive en ce moment de Corfou, d'une école d'été sur ce sujet. Il y avait plus de 140 étudiants. Mais sur mon blog, vous trouverez un ensemble des sujets très divers et variés. Donc c'est blog.bettercrypto.com. Mes slides aujourd'hui, malheureusement, sont en anglais, mais l'exposé se fera en français. Je suis aussi un des membres fondateurs du groupe sur LinkedIn qui s'appelle Codebreakers, donc qui se spécialise dans les sujets de la cryptanalyse. Donc, ce groupe il est sélectif, mais j'invite tous les étudiants qui ont fait un bon master dans les domaines
connectés à ça ou qui sont en train de faire un master à rejoindre ces groupes. D'accord ? Il y a une sélection, on regarde, n'importe qui ne peut pas devenir membre de ces groupes. D'accord ? On a plus de 700 membres actuellement dans ces groupes, ce qui est pas mal pour un groupe qui est sélectif. Voilà. Et je suis aussi un des responsables d'une compétition pour les étudiants qui se déroule en ce moment même, qui va en fait commencer en septembre. Les soumissions ne sont pas encore ouvertes. C'est une compétition pour les étudiants pour écrire une thèse sur la sécurité des blockchains. Et c'est vraiment pour les étudiants, c'est-à-dire les chercheurs professionnels sont exclus de cette compétition. D'accord ? Donc si vous faites une thèse sur comment on utilise Zero Knowledge dans le blockchain ou sur les sujets des paiements avec des blockchains ou des sujets de la crypto financière, vous pouvez soumettre votre thèse à notre comité et il y aura des prix assez conséquents en cash, en bitcoin. Et on a des sponsors qui sont affichés ici. Et donc c'est une compétition avec des prix en cash. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler du chiffrement. Donc, chiffrement est devenu très important dans l'histoire militaire du moment où on a utilisé la radio. Il y avait un général allemand, à une certaine époque, qui disait utiliser la radio, c'est la trahison, etc. Et bien, il fallait utiliser le chiffrement. Il y avait une célèbre rencontre entre Churchill et un ministre français, je ne sais plus le nom en ce moment, dans lequel le ministre français a expliqué sa grande inquiétude par rapport à ce que la Luftwaffe était capable déjà de faire à l'époque, et aussi au fait qu'ils utilisent des machines pour chiffrer. Donc on parlait des machines. Et à ce moment-là, Churchill a répondu, avec une clairvoyance extraordinaire, que ce qui est fait avec des machines sera défait avec des machines. Et on verra ça aujourd'hui. Donc quand on chiffre, on appuie sur, on a une machine, bon, c'est une sorte de boîte noire, en fait elle est souvent noire. Et on appuie sur une touche, une lettre, par exemple sur la lettre Y, et puis il y a une ampoule, une lampe qui s'allume avec la lettre B, qui sera le texte chiffré, correspondant à la lettre. Et cette machine, elle évolue avec le temps, c'est-à-dire que quand on appuie deuxième fois sur la même lettre Y, une autre lampe va s'allumer. Donc cette machine, elle a un état et elle change avec le temps. Donc on n'utilise pas du tout la même permutation, en fait c'est une permutation qu'on utilise ici, mais elle n'est pas du tout la même pour la lettre suivante et celle d'après. D'accord ? Donc c'est déjà quelque chose de très grande complexité. Ça a été inventé dans les années 20. Et cette machine qu'on appelle Enigma, sa version commerciale s'appelait Enigma, on l'a toujours appelé Enigma, a quand même deux propriétés assez spéciales, qui sont extrêmement importantes dans la cryptanalyse. D'accord ? Et première propriété, c'est autoréciprocité. Donc en termes de permutation, à chaque moment T de l'histoire de la machine, la permutation utilisée est une involution. C'est-à-dire si vous l'appliquez deux fois, vous obtenez exactement le même résultat. Donc c'est-à-dire que si maintenant j'appuie sur B, je ne vais pas obtenir le même résultat parce que l'état change, mais si au lieu d'appuyer sur Y, j'aurais appuyé sur B, j'aurais obtenu Y. Ça c'est absolument certain. D'accord ? Et cette machine a une autre propriété qui est aussi très importante dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'aucune lettre ne peut être chiffrée en elle-même. Donc c'est-à-dire qu'on est absolument certain que si on appuie sur Y, Y ne va pas s'allumer. Et ça c'est aussi une propriété cruciale. Donc en fait c'est une involution sans point fixe. Et c'est extrêmement important. Et plus ou moins toutes les versions de l'Enigma long, à la fin de la guerre, la Luftwaffe a introduit ce qu'on appelle Enigma UR, c'est une sorte de branchement qui a rendu Enigma non réciproque. Mais ça, c'est vraiment utilisé en petite minorité et ce n'était pas utilisé massivement. Donc il y a quand même eu des machines non réciproques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui date des années 20. Il y a certaines choses en cryptanalyse qui n'ont pas changé depuis.
Donc l'histoire commence avec un mathématicien polonais très jeune, Rejewski, qui a récupéré, qui a trouvé, par des mathématiques, c'est très très important, des connexions des rotors de l'énigme. Et il a fait ça en résolvant un système d'équations assez complexe. Donc on ne va pas montrer parce que c'est vraiment très complexe. Donc David Kahn, qui est l'historien de la cryptographie et du renseignement le plus important sur cette planète, a écrit un jour, cette attaque, c'est le plus grand, je ne sais pas comment traduire ça, avancé en cryptanalyse en 1000 ans. Évidemment, c'est très exagéré, mais c'était quand même extrêmement important. Alors, beaucoup de gens croient que ceci a été essentiellement rendu possible grâce à l'espion H qui travaillait pour les services secrets français. Et ce n'est pas tout à fait exact. H était un innocent espion qui a demandé beaucoup d'argent. Il n'a jamais transmis à qui que ce soit une description complète de la machine. Il n'a jamais transmis la connexion des rotors. Il a transmis des manuels, quelques messages. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que les supérieurs des Rejewski dans le bureau des chiffres polonais ont caché ces informations de Rejewski. Ils les ont mises dans un coffre et ils n'y ont pas donné. Ils ne les avaient pas pour faire son analyse. Enfin, ils ont caché une partie. Pourquoi? Parce qu'ils se rendaient bien compte que si on décrypte l'énigme avec ces informations, demain, quand ces informations ne seront plus là, on ne pourra plus décrypter l'énigme. Donc il fallait vraiment faire une percée significative. D'accord? Donc en fait, c'est un succès d'un mathématicien avant tout. Il y a beaucoup d'articles sur comment il a fait, etc. Il y a beaucoup de publications sur ce sujet. Donc les rotors, c'est des permutations. Donc le courant rentre par un fil et puis il sort de l'autre côté par un autre fil. En cuivre, par exemple. C'est d'ailleurs, dans la Deuxième Guerre mondiale et dans la guerre froide, la partie la plus difficile à obtenir pour l'ennemi. On sait par exemple que le KGB a payé plus d'$1 million à un espion qui est mort très récemment pour obtenir la connexion des rotors des machines, des énigmes américaines et des lotons qui étaient utilisés après la Deuxième Guerre mondiale. Et les obtenir, c'était quand même quelque chose toujours de très difficile. Les connexions de ces rotors. C'est aussi la partie principale sur le plan de la complexité, le nombre de combinaisons, le nombre de permutations possibles sur 26 caractères. C'est 26 factoriel, c'est un nombre absolument gigantesque. Et il y a plusieurs rotors en jeu. La complexité des rotors est infiniment supérieure à la complexité de la machine énigme elle-même. Donc si on ne connaît pas les rotors, l'effort est infiniment plus grand. Donc, tout commence par la machine Enigma commerciale, qui est une machine où on va appuyer sur une touche, par exemple Q. Donc, le courant électrique va commencer à circuler ici. Ensuite, il va arriver à l'endroit qu'on va nommer Q également sur le premier rotor. Et ensuite, il va traverser plusieurs rotors. Et ensuite, il y a un rotor spécial qui s'appelle le réflecteur, où le courant va être redirigé, il va répartir dans l'autre sens. Donc en fait, c'est cette permutation-là qui est une involution. Mais grâce à un théorème qu'on verra plus tard, l'ensemble de la machine est aussi une involution. D'accord? Donc ça, c'est l'énigme commercial. Cette machine, elle est faible de façon assez ridicule. D'accord? Un petit mot sur comment marche cette machine. Donc en fait, à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on va crypter avec ce circuit-là, et puis ensuite, cette roue-là, elle va tourner d'une position. 8 rotors principaux ont été utilisés pendant la guerre, et les rotors jusqu'à la rotor 5, il fallait un retournement complet de ces premiers rotors pour que le deuxième rotor tourne. Donc en fait, les autres rotors tournaient très rarement. La plupart des attaques sur Enigma supposent que ces rotors ne tournent pas. Mais après, vers la fin de la guerre, dans l'énigme naval, il y avait des rotors qui, 2 fois par révolution, qui faisaient tourner les rotors suivants. Donc ça tournait plus vite. Ça ressemble à un compteur des télécoms sur le fonctionnement.
Donc, à chaque fois qu'on va faire tourner ces rotors ici qu'on appelle n est simplement une permutation, d'accord? Il est facile à voir que ceci revient à remplacer la permutation n par permutation de droite à gauche, C qui est composé avec n avec C moins 1. Ou c'est une permutation extrêmement simple qui est une rotation où A devient B, B devient C, etc. D'accord? Donc on peut écrire mathématiquement des relations entre différentes permutations qui sont impliquées par des rotors à des différentes positions dans le temps. À Bletchley Park, jusqu'à le début de la Deuxième Guerre mondiale, il existait une interdiction officielle d'embaucher des mathématiciens. Alan Turing a été formé pour faire de la crypto au cas où la guerre éclate, mais il a franchi la porte de Bletchley Park pour y travailler qu'après l'invasion de Pologne par Hitler. Parce qu'en fait, on trouvait, les gens qui travaillent dans les renseignements, les services secrets, trouvaient que les mathématiciens sont complètement inutiles, et il y a des documents écrits qui l'attestent, et qu'il ne faut pas les embaucher parce qu'ils ne servent absolument à rien, et ils n'ont aucun sens pratique. Ils ne peuvent rien faire d'intéressant. C'était les opinions sur les mathématiciens dans les services de renseignement britanniques à l'époque. En revanche, en Pologne, la Pologne a déjà gagné une guerre grâce à des mathématiciens, en 1920 avec la Russie, avec le décryptement des messages. Et donc, les mathématiciens étaient des gens extrêmement importants. Par ailleurs, les services secrets allemands savaient que les Polonais ont cassé l'Enigma, maintenant on le sait, et ils savaient qu'il y avait 3 mathématiciens à rechercher, mais ils n'ont pas réussi à le capturer. Ils ont trouvé, par exemple, à Varsovie, les fiches de paye, les fichiers de paye des services secrets polonais, qui montraient qu'il y avait à Poznań 3 mathématiciens qui étaient extrêmement bien payés, beaucoup plus que les autres. Et donc, cette énigme commerciale, en fait, elle a été cassée assez vite. Et ça a été cassé par les Français, on appelle ça l'attaque des bâtons, en anglais c'est Rhodes, par les Anglais, par les Allemands. Pour casser des machines suisses, espagnoles, italiennes et même britanniques, pendant une très très longue période. Et l'Allemagne a été la seule à utiliser une crypto beaucoup plus avancée. Ce n'est pas vrai que l'Allemagne était en retard en crypto, elle était au moins 10 ans d'avance par rapport à n'importe quel pays dans le monde. D'accord? L'Allemagne était la seule à construire des machines Enigma qui évitaient cette attaque, que je vais expliquer un petit peu maintenant. Ils ont été les seuls, et ils étaient au moins 10 ans en avance par rapport à d'autres pays. Encore pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas mal de gens ont cassé les systèmes de chiffrement de la Suisse, par exemple, à cause de ça, et de bien d'autres pays. Italie, Espagne, etc. D'accord? Donc, en fait, cette machine, elle est très très faible en soi. D'ailleurs, on dit que au moment où cette machine était proposée sur le marché pour être vendue aux banques, télécoms, etc., le chef de cryptologue, qui est devenu plus tard un des cryptologues en chef à la NSA, Friedman, aurait cassé cette machine, et c'était une